Si vous voulez, les binômes UMP ont fait autant que les bulletins blancs ou nuls, à peu près. À la place de Nicolas Sarkozy, je me rehausserais pas d'être honnête quand même. Pierre-Yves Rougeron, bonjour. Bonjour. Merci de nous accorder cet entretien pour le mois de mars 2015. Et on va commencer comme toujours avec l'actualité du Cercle Aristote et de ses publications. Alors, le Cercle Aristote publie va publier courant avril le, le numéro sur le retour de l'État de la revue Perspective Libre. Donc un numéro doctrinal, un numéro important, qui va être un numéro assez lourd, qu'il y aura dedans Hervé Juvin, des intellectuels étrangers comme Wolfgang Daschler, des jeunes intellectuels très très solides comme Romain Lasserre ou Jérémy-Marie Pichon, qui vont donc disserter du retour de l'être collectif incarné. Pourquoi l'optique de retour ? Parce que de toute façon, cette question-là va se poser à un moment ou à un autre. En parallèle, elle se posera en parallèle de l'idée de survie. Pas dans les sens délirants que certains ont donné à ça, c'est qu'à un moment, parce que collectivement parlant, les États vont, les zones géographiques vont chacune vers de très très gros soucis, plus ou moins, mais par exemple l'Amérique du Nord, ça va vers certains problèmes, l'Union Européenne, je vous en parle pas, une partie de l'Asie du Sud-Est devient une poudrière, l'Amérique latine est plus épargnée. Mais à l'échelle collective va se reposer la question de comment faire société. Notre réponse vaut pour nous en tant que Français. On peut passer par d'autres médians. Le problème, c'est que l'articulation de l'identité et de la puissance, qui fait la sédimentation de la culture, et l'unité de la population, généralement, pour nous, ça passe par l'État. Dans d'autres zones géographiques, ça peut passer par autre chose. Mais ça passe de toute façon par un surmoi collectif incarné. Sauf chez certains peuples qui préfèrent laisser l'incarnation à d'autres. Il y a certains peuples du Caucase qui préfèrent laisser la défense, la diplomatie, le rapport à l'altérité à la Russie, et et eux faire du business de vallée à vallée. Ça, c'est une mentalité qui est très présente dans une partie du Caucase. Il y a aussi des peuples qui ont une grande culture diasporique. Mais premièrement, ils ne sont pas nombreux. Deuxièmement, certains sont beaucoup plus fragmentés qu'on ne croit. Je pense qu'on va revenir dans cet entretien sur cette question. Mais donc nous préparons il sera certainement sorti au moment où sortira cet entretien, ainsi qu'un ouvrage d'Éric Guéguen, un philosophe, quelqu'un au parcours très atypique. Quelqu'un qui a écrit dans Causeur, c'est ça? Tout à fait. Et qui est un habitué du Bréviaire des Patriotes, alors qu'on salue au passage. Qui va sortir chez nous, c'est un ouvrage sur la crise sur la démocratie, sur les problèmes qu'elle pose et sur la crise qu'elle est en train de vivre. Parce qu'on peut se poser la question, est-ce que la démocratie n'est pas un astre déjà mort dont nous ne voyons que la lumière ? C'est une question qui vaut d'être posée. Si c'est le cas, comment la rétablir, comment la garantir, comment la penser. Un ouvrage assez solide qui va sortir aux éditions Perspective Libre, qui sortira certainement, et qui sort au cours du mois d'avril, et ensuite nous sortirons certainement un ouvrage sur le Liban, qui sera notre dernière publication avant la rentrée, pour ce qui est des ouvrages. Ensuite, il y aura un numéro de Perspective Libre qui sortira au mois de juin sur la monnaie.
Donc voilà, c'est nos principales publications avec un cycle de conférences que nous continuons et que nous allons essayer d'organiser quelques colloques avant la fin de l'année. Très bien, bien, on va attaquer la politique nationale, bien sûr, avec les élections départementales. On a pu observer que malgré qu'il fut encore une fois le premier parti de France en termes de voix, le Front National n'a finalement remporté aucun département à l'issue du second tour. Donc qu'est-ce que ça nous laisse à penser du mode de scrutin? Alors, si vous voulez, la question de cette élection, comme elle a déjà été âprement débattue, on va essayer d'élargir par rapport au mode de scrutin. Parce que c'est l'éternelle question de la dose de proportionnelle. Bon. Mais ça se... Voilà, là, les régionales qui vont arriver sont des élections qui ont beaucoup plus forte... qui ont une forte dose de proportionnelle et qui, à mon avis, verront, sauf remontée spectaculaire des partis du PMU, hein, du parti maastrichtien unifié, donc de l'UMPS, qui verront certainement un grand nombre d'élus, donc pas uniquement du Front National d'ailleurs, hein, des formations plus petites pourront voir les efforts de leurs militants couronnés à ce moment-là. Si on prend le cas des élections départementales, si vous voulez, qu'on aime ou qu'on n'aime pas le Front National, le problème n'est même pas là. Le problème, c'est il est anormal qu'un parti, qui est un parti légal, subisse une sorte d'alliance de l'ensemble du système contre lui, avec des choses qu'il faut savoir, des militants, enfin des gens qui étaient sur les listes des départementales qui ont perdu leur boulot, qui ont été menacés, certains ont vu leur maison brûlée, des femmes qui travaillent dans des associations leur refusent les documents fiscaux et comptables, comme quoi elles ont bien été bénévoles à temps plein pendant tant de temps, ce qui, elles, les aide pour leur formation professionnelle, entre autres. On leur refuse ça. Ça, si vous voulez, ça c'est l'arbitraire dans son sens malsain. Il y a un arbitraire sain qui est l'arbitraire administratif. Sans arbitraire, il n'y a pas un État qui tourne, il n'y a pas une entreprise qui tourne. Parce que l'arbitraire, c'est la décision souveraine. En dehors de procédures lourdes. Qui est aujourd'hui l'exception. Mais qui doit être une exception qui est maintenue. Qui soit maintenue. Toutefois, là, c'est l'arbitraire lâche, en plus de petits laquais du système, des juristes d'associations, etc., qui sont vraiment si vous voulez, ces méthodes-là, si la magistrature française méritait qu'on lui fasse confiance, elle devrait s'en occuper. C'est pas des manières de pays démocratiques, ça. Bon. Mais chez nous, nous avons un corps de magistrats irresponsables. Comme ça. Il peut se permettre de mettre des photos avec des menaces dessus, dans ses locaux. Elle est devenue quoi, cette affaire-là, déjà? Elle était enterrée, c'est bien ce qui me semblait. Donc, si vous voulez, les leçons à tirer des départementales, c'est qu'un parti seul peut arriver à faire trembler tout un système. Ensuite, est-ce que le système a surjoué son dernier ciment d'unité, qui est, disons, cet antifascisme glousseur? Oui, certainement. Mais si vous voulez, en dynamique, que doit-on voir de cette élection? L'abstention, d'abord. C'est l'abstention qui s'explique aussi parce que la structure départementale est appelée à disparaître et pourtant on fait des élections départementales. Complexe tout ça.
mais également l'abstention a été facilitée. De toute façon, l'abstention est facilitée par le fait que la France soit plus un État souverain, donc il n'y a plus rien qui s'y décide, mais deuxièmement, est facilitée parce que les compétences des différentes collectivités territoriales sont pas claires pour les Français du tout. C'est fondamentalement le département, donc les anciens, avant c'était les élections cantonales, maintenant les élections départementales, ça va régler quoi? Ça va régler certains problèmes de voirie, par exemple. Donc, pour les Français, c'est pas clair. Pour les Français, il y a deux élections qui sont assez claires. Celle du maire et celle du président de la République. Le reste, plus ou moins chancelant. Le reste, c'est juste une moyen d'exprimer peut-être leur mécontentement par rapport au gouvernement ou leur position. Oui, il y a ça, mais il y a aussi le fait que les Français attendent. Ils attendent pas la représentation, les Français. Ils attendent même pas la démocratie directe pour beaucoup. Ils attendent l'effectivité de la décision publique. C'est-à-dire qu'ils attendent que ça change des choses dans leur vie. Et ça, comme ils ne le voient pas, ils y croient plus. Ça, c'est la première leçon du scrutin. La deuxième leçon du scrutin, c'est les jeunes sont dans ce qu'on appelle la catégorie jeune, donc qui ne veut rien dire, une catégorie d'âge, mais pour les sondeurs et pour les commentateurs électoraux, elle a un sens. Et cette catégorie-là vote pour les partis vote en dehors du PMU, en dehors du parti maastrichtien unifié. Donc vote pour le Front de gauche un peu, pour le Front national beaucoup, aussi pour des formations plus petites. Et les personnes âgées et la rente, ce qui sont deux catégories différentes mais qui se recoupent quand même, les personnes âgées et les rentiers tiennent le PMU. Voilà. Ça, c'est la grande leçon sociologique du scrutin. Or, pour être plus précis, quel est l'état réel des trois partis? Le PS aujourd'hui a deux types de clientèle. Il a les minorités, ça c'est très clair. Il y a certains espoirs qui sont déçus, quand on voit que on est encore entre 85 et 90% de certaines communautés, comme la communauté musulmane, qui votent pour le Parti socialiste. Il y a des espoirs déçus de beaucoup de gens. Mais peut-être que ça ne devait pas avoir lieu. Voilà. Le PS utilise pour l'instant, la stratégie Terra Nova lui a quand même donné les minorités. Donc, il a plus les ouvriers. Et le PS avait, avait soutenu la création du Front de gauche pour garder le petit fonctionnariat. Les profs, et tout ce qui est concours catégorie C. Donc, à la fois le petit fonctionnariat et de toutes les manières, les personnes qui dépendent d'un emploi public, disons, avec un revenu moyen ou bas. Emploi public, vous voyez la différence entre emploi public et fonctionnaire. Le fonctionnaire sera attaché au statut. Alors, c'est l'une des raisons de création de Mélenchon. Faut pas se leurrer. Pour pouvoir les rabattre au second tour. Toujours, oui. Pourquoi? Parce que la grande force du PS a toujours été d'avoir sur son aile gauche un réservoir. Et de pouvoir jouer, lui, la transparence et la fréquentabilité bourgeoise. Et comme être d'extrême gauche n'est pas stigmatisé en France, réellement ou supposément, ça faisait un réservoir mobilisable pour le Parti socialiste. Ça, c'est l'état. Dans l'état actuel, le PS est en train d'être abandonné par le petit fonctionnariat, qui ne va pas à l'UMP, directement au Front National, qui tient encore au Front de gauche, mais qui se rabat plus, ou beaucoup moins.
Donc ce qui reste, c'est ce qui fait la masse encartée du Parti socialiste, quoi. Des retraités de l'éducation nationale, beaucoup. Ça c'est pour les encartés PS, mais des retraités de la fonction publique qui tiennent le Parti socialiste avec donc les représentants des minorités. L'UMP est l'électorat le plus vieux de France. C'est très clair. Quand on me dit l'UMP a réussi par la stratégie qui est quand même pas nouvelle des divers droites, au cantonal, l'UMP envoyait toujours les divers droites. Pourquoi ? Parce que les cantonales sont, comme je l'ai dit, des élections locales où il faut faire marcher des réseaux locaux. Les binômes, puisque en plus, ça aussi, ça a été un facteur de mobilisateur, les élections départementales sont devenues une usine à gaz, avec la parité absolue, c'était extrêmement compliqué de monter des listes. Si vous voulez, les binômes UMP ont fait autant que les bulletins blancs ou nuls, à peu près. À la place de Nicolas Sarkozy, je me rehausserais pas d'être honnête quand même. L'UMP va avoir un problème de maintien de son électorat. Parce qu'il lui repose sur la grande rente et sur les personnes âgées. Vous me direz, dans un pays qui vieillit, c'est un bon placement. Peut-être, mais quand l'euro aura tué les épargnes des personnes âgées, ça le sera beaucoup moins déjà. Vu que là, c'est les retraites c'est grosso modo les 68 heures de droite. Voilà. Eux, ce sont des grands rentiers. La génération qui va les suivre immédiatement, elle le sera déjà un peu moins. Donc si vous voulez, il va avoir une offre électorale à redynamiser, à totalement repenser pour l'UMP. Vous pensez que l'UMP et Nicolas Sarkozy n'ont pas de raison objective de revendiquer ainsi une victoire? C'est pas ça. La nullité des autres vous met sur un podium. C'est vrai. Mais la nullité des autres peut vous mettre sur un trône, mais elle vous fait pas gouverner. Peut-être vous fait-elle gouverner justement par alternance. Et du coup, je voulais vous poser la question, est-ce que vous pensez que la France soit condamnée dans l'immédiat à une alternance mortifère qui durerait encore longtemps? Ça, si vous voulez, c'est le genre de position d'oracle que personne ne peut tenir. Aujourd'hui, politiquement parlant, tout le monde attend, tous les observateurs sont paralysés par le phénomène du signe noir. C'est-à-dire ce qu'on appelle en théorie financière le signe noir, c'est-à-dire ce qu'on n'avait pas prévu. Et aujourd'hui, le monde politique, on sait qu'on aura quelque chose qui viendra de là où on ne l'a pas vu. Des choses vont se passer dans les années à venir. Le bon temps tranquille où la gauche et la droite du parti unique pouvaient se jouer du pouvoir touche à son terme. Puis-je me permettre de terminer l'analyse ? Pour l'UMP, c'est une victoire à la Pyrrhus. Parce que si elle prépare une prise de pouvoir en 2017, Nicolas Sarkozy sera en face des conséquences de ses propres choix, que Hollande n'a fait que valider. Il n'a pas les équipes, il n'a pas les idées, il n'a rien de rien. Enfin, il sait lui-même, ce qui n'est pas grand-chose. Or, et surtout, il pratique un vieux sport chiracien qu'on appelle l'endurance judiciaire. C'est-à-dire courir suffisamment longtemps en petite foulée jusqu'à ce que le magistrat se fatigue. Ça a maintenu Chirac en vie quand même pendant des décennies. Hein. Mais je suis pas sûr qu'il soit aussi doué pour ça. Pas sûr. Donc pour lui, c'est une victoire à la Pyrrhus. Hein. Parce qu'il se trouvera en face de ses propres choix. Le PS peut disparaître en tant que parti national et lui peut entrer à terme dans une coalition, peut terminer comme le PASOK, et peut terminer dans une coalition de type grec, par exemple. Mais il a le vote des minorités, et surtout, le PS n'est plus un parti, par exemple, d'énarques. C'est un parti, pardonnez-moi ce néologisme douteux, d'hierarques.
instituts régionaux d'administration. Donc c'est un parti d'élus locaux. Comme l'était, il change de sociologie. Ce n'est plus un parti de technostructure, c'est un parti de gestion locale. Comme l'étaient les radicaux. Ils en ont perdu beaucoup, là. Oui, mais comme l'étaient les radicaux, ils étaient plus rien et ils étaient encore dans des coins. C'est un canard sans tête qui peut courir pendant longtemps. Ensuite, pour le Front National, ça implique déjà, ils ont été présents partout. Ça implique donc l'implantation locale. Ensuite, si vous voulez, ça implique que ce qu'on a appelé la dédiabolisation a marché. Et que surtout, dans des élections locales, on a toujours dit que c'était la boîte noire pour ce parti-là. Ils sont arrivés à des 30 et des 40%, contre l'entièreté du système coalisé. Ça va. Si vous voulez, ils n'ont aucune raison de s'en plaindre. Aucune. Ensuite, est-ce que l'épreuve de crédibilité, vu que la barrière de la fréquentabilité du parti souverainiste en chef, il faut quand même bien se le mettre dans la tête, sa question de la fréquentabilité, elle est tombée aujourd'hui. Après, on peut me dire, le plafond de verre existe, peut-être. Mais s'il existe, il existe en crédibilité, pas en fréquentabilité. Pas en fréquentabilité. Aujourd'hui, il n'y a plus rien à reprocher aux cadres actuels. Plus rien. Assister à une réunion locale UMP. Et prenez un magnétophone avec vous. Où que ce soit en France. Vous allez voir ce que c'est des dérapages. Vous allez voir. Oui, parce qu'on dit souvent que le Front National, son grand problème, c'est de manquer de cadres et de compétences, justement. Alors... a priori, ils sont quand même arrivés à déployer plusieurs milliers de candidats dans une élection qui est difficile, dont la moitié de femmes. Donc, excusez-moi, il faut voir sur l'avenir. Moi, si vous voulez, on peut me trouver, disons, plutôt sympathique en termes d'analyse. Le problème, c'est que ça repose sur des faits. Ensuite, est-ce que moi, à titre personnel, j'ai de mauvais sentiments pour le Front National? Non. Au contraire. Mais j'ai aussi de bons sentiments pour d'autres parts de la famille souverainiste. Le problème n'est pas là. Le problème, c'est qu'il faut regarder les faits tels qu'ils sont. Ce n'est pas une déroute quand un parti seul doit être vaincu par l'entièreté du système coalisé. Je suis désolé. Et ils ont quand même une 60aine d'élus locaux. Après, est-ce qu'ils peuvent arriver aux 50%, si vous voulez? Ça va être une question d'événements extérieurs. Le général de Gaulle se serait présenté quelque part en 1957, il aurait certainement eu la députation sur son nom, et il n'aurait eu que ça. Enfin, si vous voulez, tous ceux, comme nous allons reparler de ce personnage un petit peu particulier, qui est M. Guénolé, je crois, qui est l'un des derniers rejetons de l'antifascisme organique, que tout c'est sociologue politique du Canal+. Thomas Guénolé, c'est ça? Oui, voilà, Guénolé. Il avait dit une chèvre à un piquet battra Marine Le Pen à n'importe quelle élection. Fais attention, mon garçon. Fais attention. Le principe d'hétérotélie joue pour tout le monde. Les hommes font l'histoire, mais ils ne savent pas l'histoire qu'ils sont en train d'écrire. Ils ne la connaissent pas. Donc, gardons-nous de trop de certitudes. Est-ce que vous pensez que les Français soient capables, en 2017, de revoter pour Nicolas Sarkozy? Oui, pour la même raison. Et puis surtout, le deuxième tour de l'élection présidentielle est souvent un jeu d'élimination. Je pense que la dernière élection présidentielle où il y a eu une volonté, où il y a eu un engouement, c'était celle de François Mitterrand. Bien moindre que celle du général de Gaulle, mais c'était la première. Bien moindre, mais aussi parce que les deux hommes ne sont pas comparables. Quoique Mitterrand ait tout fait pour être comparé à lui. Mais tout le reste, c'est de l'élimination.
Le PS aujourd'hui, c'était quoi son programme en 2012? L'anti-sarkozysme. Bien. Le programme de Sarkozy, c'était quoi? C'était du Le Penisme light en 2007. Le programme de Chirac, c'était l'antifascisme en 2002. Le programme de Chirac en 95, c'était rompre avec le socialisme. Excusez-moi, on est dans... En réalité, l'élection présidentielle est en train de mourir. D'ailleurs, des chiens de garde du système, comme Guylaine Ottenheimer, sortent des ouvrages, là maintenant ça devient des numéros de tirage, t'en avais partout, ça sort partout, dans toutes les maisons d'édition, des ouvrages visant à détruire l'élection présidentielle, la clé de voûte de la Ve République. Ça c'est extrêmement dangereux, et ça il faut lutter contre de tous les moyens, parce qu'un régime parlementaire, l'eurocratie sait qu'elle le verrouillera. Alors que la France peut être débloquée par l'élection d'un homme ou d'une femme providentielle. Et surtout, le parlementarisme, qui a toujours été d'ailleurs largement une escroquerie, est aujourd'hui une escroquerie d'autant plus grande que tous les régimes parlementaires sont présidentialisés. Vous allez me dire que les médias n'ont pas créé Tony Blair? Voyons. Arrêtons de rigoler. Et surtout, les Français ont besoin d'être incarnés. Le régime parlementaire ne leur convient pas. Les échecs lamentables de la Troisième et de la Quatrième République devraient être dans toutes les mémoires. La seule chose, c'est que la fonction présidentielle ne doit jamais être abaissée. Et pour qu'elle ne soit jamais abaissée, la France doit être souveraine, parce que sinon vous êtes un président de syndic de faillite. Ce qui n'est jamais un titre très glorieux, admettons-le. Et surtout, l'Assemblée nationale doit connaître, selon des modalités diverses, une part de proportionnel. Certainement par un système de double liste qui est présent dans certains pays comme l'Allemagne. C'est-à-dire, celui qui obtient la plus grande part gagne la moitié de l'Assemblée, et tout le reste est distribué à la proportionnelle. Certes, ça donne une prime aux gagnants, mais ce qui assure la stabilité. Ça permet de gouverner. Ce qui assure la stabilité, mais par contre, tout le monde est représenté. Je ne crois pas à une assemblée élue à la proportionnelle totale, comme c'est le cas par exemple dans un des pays qui a le parlementarisme le plus poussé, qui est Israël. J'y crois pas en France. Ingouvernable. Pas avec les fantoches centristes, pas avec Bayrou, pas avec Borloo, pas avec des gens aussi instables. J'y crois pas. La culture de la coalition n'est pas une culture française. Ce qu'il faut sauver, c'est l'élection présidentielle. Et malheureusement, l'arrivée et le retour de quelqu'un comme Nicolas Sarkozy ne va pas nous y aider. Mais les Français... Sarkozy-Hollande, lequel des deux sera le plus détesté en 2017? Très difficile à dire. Mais ça peut être pire, hein, ça peut être par Dieu seul sait quel coup judiciaire ou politique, ça peut être bien pire que Sarkozy, ça peut être Bruno Le Maire. Lui, la trahison de la France incarnée, quoi. Ça peut être Juppé. Juppé, je vous rappelle quand même, c'est lui qui envoie les djihadistes en Syrie avant Fabius. Hein. Ah oui, ça va être folklore les primaires à droite. Ça va être folklore, nous aurons l'occasion de faire de sympathiques galeries de portraits. Alors là, on a évoqué l'élection, maintenant parlons des réactions. Qu'avez-vous pensé des réactions du camp socialiste au soir des départementales, et en particulier celle de M. Valls, la Tremblote? Ah, vous me l'arrachez. Notre Manuel, notre sympathique petit tremblotin. Mais il est... Si vous voulez, Manuel Valls a réagi d'une manière qui trahit énormément de choses. Il a redéfini l'ennemi comme ceux qui s'opposent, si mes souvenirs sont bons, à l'autre, et l'autre avec un A majuscule, à l'autre, à l'Europe et au progrès. Bien. Merci Manu, ça a l'avantage d'être dit.
Le progrès, c'est une religion mourante. Elle s'est fracassée sur la Seconde Guerre mondiale. Elle s'est fracassée sur Auschwitz et sur Hiroshima. C'est une religion qui s'est fracassée. C'est un astre mort. Mais c'est intéressant de voir qu'aujourd'hui un Premier ministre français disons, entend défendre une notion qui est en train de mourir. Une notion où les plus grands esprits, sur laquelle les plus grands esprits avaient tiré un trait très tôt. Je vous rappelle un ouvrage de Régis Debray en débat avec Jean Ziegler. Il s'agit de ne pas se rendre, publié à la chute du mur de Berlin, là où tout le monde communiait dans les écrits de Fukuyama, sur la fin de l'histoire, tralala poi poi, qui dit « Le progrès des sciences ne fait pas le progrès des hommes », c'est Debray qui le dit. Il n'y a pas de progrès dans les cultures. Et cette notion-là, qui est morte, la notion de progrès est une notion morte, elle s'accroche à ça avec l'énergie du désespoir. Il s'accroche à l'autre, oui, l'autre que Manuel Valls fréquente peu, vu son patrimoine, fréquente peu l'autre. C'est une notion, là encore, qu'il connaît mal. Et bien sûr, l'européisme, qui devient la religion violente. Étonnamment, je mets l'européisme à part, mais l'autre plus le progrès, c'est les synonymes de la grande religion, la ROC, comme selon Régis Debray, la religion de l'Occident contemporain, donc les droits de l'homme. Ça, nous allons y revenir. Nous allons y revenir. Par rapport au changement du Parti socialiste vis-à-vis de certaines populations. Et Valls, si vous voulez, réaffirme cette sainte trinité du grand parti central dont vous avez entrevu le visage au départemental. Les listes UMPS, le visage du grand parti central à venir. La sainte trinité, communautarisme, cet éloge de l'autre qu'on ne voit jamais, communautarisme, européisme, et progrès, ce qui, dans le vocabulaire de Valls, c'est avant tout le synonyme de libéralisme, la sainte trinité. Ce à quoi le président Hollande, jamais en retard d'un bon mot pour abaisser sa fonction à sa personne, c'est pas grave, hein, le Easy Rider du scooter, mais elle a dit à la commémoration de la rafle des enfants des yeux, a fait une sorte de globi-boulga absolument monstrueux. C'est horrible parce que c'est utiliser la mort d'enfants. Moi, je suis de famille de déportés, je supporte pas les gens qui utilisent des cadavres comme ça. Il a dit oui, je m'oppose donc à ceux qui veulent fermer la France, à Daesh, au Kenya, à la Syrie, et à tous ceux qui ont été tués dans les massacres religieux. Je m'oppose à la violence, je m'oppose à la haine, vive le bisounoursisme. Ce qu'il oublie, ce qui ne manque pas, et surtout, il dit, en plus la France s'est mise à disposition pour faire cet acte. La France est un pays occupé, martyrisé, s'est mis à disposition de rien, et dont une large partie du peuple a dû soit survivre, soit se battre. Et en réalité, de la part de quelqu'un qui est issu par son père, dont le père était à l'OAS, ça manque pas de piquant. Hein, ça manque pas de piquant. Et surtout, cette manière très hugolienne de parler de l'ouverture, de là à faire l'acte monstrueux de mettre de la politique politicienne et des considérations géopolitiques de bistrot, là où le respect pour les morts, on parle d'enfants qui ont été déportés, qui sont morts, impliquerait que
que Hollande soit pour une fois chef d'État et donc rappelle pas le devoir de mémoire, le devoir d'histoire et de se souvenir de tous nos martyrs. Mais ça, il n'est pas capable de le faire. C'est oublier ce qu'il est, fondamentalement. C'est-à-dire le premier secrétaire du Parti Socialiste. C'est-à-dire quelqu'un qui met de l'embrouille partout, qui lui est dans le confusionnisme mental. Il n'y peut rien. Et ça, j'ai trouvé ça particulièrement choquant et écœurant. Parce que cette reprise très hugolienne, il y a des vers. Hugo est le grand génie de la langue française. Mais politiquement, c'est quelqu'un de dangereux. Parce que quand il parle d'une sorte d'amour de la France, qu'il faudrait que la France se dissolve dans un universel abstrait, c'est dangereux. Mais c'était des facilités de plume, de poésie. C'était pas un programme politique. Pour une part des élites libérales actuelles, c'en est un. Mis à part qu'eux ne le font pas par amour de la France, ils le font par haine. Or, si vous voulez, il faut bien comprendre que la grande civilisation, c'est ce que la Chine, par exemple, a pratiqué de la dynastie Qing jusqu'à Deng Xiaoping. L'ouverture contrôlée, la fermeture éclairée, deux termes que vous retrouvez. Deng Xiaoping, avec son pragmatisme, disait « Quand on ouvre la fenêtre, les mouches rentrent ». C'est sec, mais ça c'est une sagesse chinoise, c'est un peu comme ça. L'ouverture en soi n'est pas un gage ni de paix ni de civilisation. L'homme qui est un criminel n'est pas l'homme qui trace la frontière, c'est celui qui la viole. L'horreur commence, rappelez-vous cette photo horrible des années 40, quand les soldats allemands brisent physiquement la frontière de la Belgique, et relèvent les barrières. L'horreur, elle commence là. Et ça, si vous voulez, c'est ce que François Julien appelle l'universalisme facile. Cette envie de dilution marque l'échec terminal du social-libéralisme français, qui est entré en guerre contre son peuple et qui veut, parce que eux et les giscardiens, centre-droit plus centre-gauche, ont détruit l'identité économique de la France par le libéralisme, sa souveraineté par l'Europe, et ont fait venir des populations pour briser les salaires. Ils veulent maintenant que la France, dans son entièreté, dans son passé, dans son rapport à elle-même, dans son rapport à la langue, soit renégociable. Elle a changé, donc elle est renégociable. C'est ça que nous dit le chef de l'État. Enfin, comme aurait dit le général de Gaulle, s'il avait été un chef et s'il restait un État. Le président Hollande ne se rend pas compte c'est-à-dire qu'il n'a pas compris la Ve République, encore un, c'est que le président de la Ve République est un grand thaumaturge, comme l'étaient nos rois. Guérir les malades. Le roi de France faisait les écrouelles. Il n'a pas compris ça. Il n'a pas compris qu'il est l'homme de l'unité. Non. Fondamentalement, c'est un féodal. Ce qui est normal, il a appris ça en tant que premier secrétaire du Parti Socialiste, la dernière fabrique féodale de France. Voilà. Et malheureusement, je crains que François Hollande nous donne de multiples autres exemples dans ce qui lui reste de mandat. Quant à Manuel Valls, il fait une saloperie par jour, donc tout va bien. Là, nous y reviendrons quand nous parlons de la Grèce. Il nous donnera de multiples exemples de l'abaissement de sa fonction à sa personne, mais surtout que les Français en veuillent. Il n'est pas président de la République. Il est le représentant de l'autorité supranationale qui domine la France. Il est Gauleiter. Si nous acceptons que soit détruite, et ça il pourrait même le faire par le Congrès, en majorité des 2/3, la destruction je serai le dernier président de la République. Le vote de la fameuse 6e République dont
dont tous les promoteurs sont douteux. Si les Français retrouvent la pente du régime d'assemblée, alors la France mourra. Et je pense d'un côté qu'une partie du PS est très contente que Hollande détruise la fonction présidentielle dans le cœur des Français, mais il n'est pas le seul, Sarkozy avait commencé, par l'hyper-présidence, pour pouvoir ensuite la détruire et donc verrouiller le pays. Il faut s'accrocher à l'esprit de la Ve République et lui rendre son aspect originel, comme Jean-Pierre Chevènement, avec d'ailleurs des mesures que pour ma part je ne partagerai pas, l'a dit récemment.